J'ai juste léché le pied parfait de mon maître et, par hasard, j'ai entendu ses pensées. Ah! Mon disciple va passer à l'action? Ses intentions sont si évidentes, pourquoi ne vient-il pas? Mon petit, réveille-toi vite. Réveille-toi. Réveille-toi. Et moi, je regarde mon sublime maître. Pourtant, un air surpris apparaît sur mon visage. Est-ce que mon maître m'aime aussi? Et en plus, elle veut me pousser à agir? Dans ma vie précédente, j'étais l'unique disciple direct de Gukinjiu, et le plus jeune saint de l'ère millénaire. Mais lors d'une invasion démoniaque soudaine, je fus attaqué par les 3 grands démons. Au moment critique, mon maître apparut et bloqua le coup fatal à ma place. Gukinjiu, allongé dans mes bras, les yeux pleins d'amour mais aussi de regret, me dit, mon disciple, je t'aime. Si l'on pouvait recommencer, pourrais-tu m'aimer à ton tour? Avant que j'aie pu répondre, ses yeux perdirent toute lueur. Puis elle me dit. La bataille contre les démons fut sanglante, et au milieu du combat, mon corps fut transpercé faute d'énergie spirituelle. Mais puisque le ciel m'accorde une seconde chance, alors dans cette vie, c'est moi qui vais poursuivre et protéger mon maître. Alors que je réfléchissais, une silhouette élancée entra dans la chambre. Vite, je fermai les yeux pour faire semblant de dormir. La porte refermée, Gukinjiu caressa mon visage de sa main blanche, les yeux rouges, mon disciple, es-tu idiot? Quand tu rencontres un danger, tu ne fuis pas? Maintenant, tu as perdu toute ton énergie, es-tu content? Sentant le contact de sa main, mon cœur s'emballa aussitôt. Mon Dieu, la main de mon maître est si douce. Je me rappelle que depuis qu'on dort séparément, je n'ai plus touché mon maître. Gukinjiu me fixa longtemps, puis soupira et lâcha ma main. À ce moment, j'étais encore plongé dans la sensation de sa douceur. En sentant sa main se retirer, je ne pus m'empêcher d'être déçu. Mais soudain, je remarquai quelque chose d'anormal. Un bruit de frottement parvenait à mes oreilles. Ce bruit était étrange. On aurait dit qu'on enlevait des vêtements. Gukinjiu avait déjà défait sa ceinture. Ses joues étaient rouges, ses beaux yeux pleins de nervosité. Puis elle m'enlaça par derrière, posant sa tête directement sur mon épaule. Sentant cette chaleur dans mon dos, je fus complètement bouleversé. Surtout que celle qui m'enlaçait était la personne que j'aimais en secret depuis près de 300 ans. Arrête, mon maître. Derrière moi, le visage de Gukinjiu était déjà écarlate. C'était la première fois qu'elle avait un contact aussi intime, et avec son disciple en plus. Mais elle secoua rapidement la tête, se concentra et commença à activer son énergie spirituelle. Bientôt, une épaisse aura spirituelle les enveloppa tous les deux. Puis Gukinjiu eut une pensée. La lumière dorée se transforma en d'innombrables particules flottantes qui s'infiltrèrent lentement dans mon corps, comme un flot de chaleur parcourant tout mon être. Quant à lui, il avait les yeux fermés, son beau visage perdait ses couleurs, comme s'il endurait une grande douleur. En regardant à l'intérieur de moi, je vis que mes méridiens de l'épée, brisés et vides, brillaient soudainement d'une lueur dorée. L'aura qui s'en dégageait était celle, si familière, des méridiens de l'épée liant. Je compris alors et voulus ouvrir les yeux pour arrêter Gukinjiu. Mais je réalisai que je ne pouvais pas bouger du tout. Arrête, mon maître. Maintenant, toutes les questions de ma vie passée trouvent leur réponse. Dans ma vie antérieure, après avoir ouvert les méridiens liants, les cheveux de mon maître étaient devenus tout blancs et son souffle souvent chaotique. Ce maître, réputé pour cultiver comme un démon, était resté bloqué au stade de l'immortel terrestre pendant 6 mois. C'est parce qu'il avait arraché ses propres méridiens yin-yang pour me les donner. Maître, comment peux-tu être si bête? Mon cœur était plein de souffrance. Soudain, il faut que tu ailles bien. Mon maître ne te permet pas d'avoir un problème, tu comprends? La voix du système retentit, et un bruit d'explosion se fit entendre à l'intérieur de mon corps. En un instant, une lumière blanche enveloppa tout mon être. Au même moment, la source d'énergie yin-yang qui entrait en moi retourna par le même chemin dans le corps de Gukinjiu. Voyant cela, Gukinjiu resta figé. N'est-ce pas écrit que la méthode de transmission originelle ne peut être interrompue une fois lancée? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Et à cause de la lumière blanche qui m'avait touché, les méridiens yin-yang de Gukinjiu connurent une évolution supplémentaire. Son niveau venait de franchir 2 petits paliers pour atteindre le 9e rang de l'immortel terrestre. Les lois célestes infinies de la lumière blanche dans mon corps, mes méridiens d'épée autrefois brisés, avaient été entièrement renouvelés, dégageant une pression sans limite. Est-ce là les méridiens de l'épée céleste? Félicitations, hôte, vous avez accompli l'exploit, premier contact avec votre maître. Récompense, la communication des pensées. Lorsque l'hôte et son maître sont ensemble, il peut entendre les pensées de son maître. À cet instant, la voix de Gukinjiu retentit dans mon esprit, même comme ça, tant que mon petit n'est pas réveillé. Autant le pousser. En entendant ces mots, je restais figé. Quoi? Ce genre de parole peut sortir de la bouche d'un maître froid et distant? Mais bon, viens, mon maître. Même si ton disciple n'est pas prêt. Si mon maître le veut, il peut le prendre. Une petite attente naquit en moi. À cet instant, Gukinjiu caressa doucement mon dos. Sans s'arrêter.
7 ans, j'ai enfin retrouvé la peau de mon petit. Son dos est si ferme et agréable. Mais s'il venait à la prendre, que ferait-il? Ne va-t-il pas penser que son maître est indigne? Et s'il ne m'aime plus? Non, non, il ne faut pas. Mon petit aime un maître distant et froid. Gukinju retira vite sa main. À cette pensée, elle la retira à contre-cœur. Et moi, je sortis de cette série de paroles féroces. Je pensais que la décision de me pousser était la limite de Gukinju dans un moment d'impulsion. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle sorte encore tant de propos déchaînés. Qui comprendrait ça? Mon propre maître au visage froid est en fait un yin-yang bizarre. Après m'avoir aidé à remettre mes vêtements, Gukinju sortit en courant du palais d'un pas précipité. Ah, à quoi je pense? C'est mon petit. Mais vraiment, je l'aime tellement. Félicitations, hôte, vous avez obtenu 258 points de palpitation de Gukinju. Les points de palpitation peuvent être échangés contre des trésors célestes et terrestres, et permettent aussi d'améliorer les compétences. Après avoir écouté la présentation du système, je fus tout excité. Ah, enfin la lumière. Dans cette vie, je vais protéger mon maître et vivre avec elle une vie sans honte ni pudeur. À cette pensée, je me levai du lit et me mis à flâner dans la chambre de Gukinju. Soudain, mon regard fut attiré par quelques jarres vides au loin. Sous l'une d'elles semblait reposer un livre. Je m'approchai, sortis le livre de dessous la jarre. Je suis le disciple rebelle de mon maître froid. J'eus l'impression d'avoir déjà vu ce livre quelque part. Je le feuilletai et découvris plusieurs pages sont cornées en guise de marque-page, et de nombreux paragraphes comportent des annotations de Gukinju. Sur la première page, la scène détaillée de la pluie collante est recouverte. Et Gukinju avait écrit quelques mots dans la marge à côté, et « j'essaierai un jour ». Voilà ce qu'est la maîtresse. Je suis ton disciple, tu aurais dû venir me trouver plus tôt. Et, après avoir fini de lire le petit livre érotique de la maîtresse, je sors de la cour et me dirige vers ma demeure. À peine arrivé dans la petite cabane de bambou, je reçois une mission du système sur la page d'accueil. Mission quotidienne de pointage, tenir la main de Gukinju une fois. Récompense, un manuel de cultivation de niveau terrestre, technique terrestre. En entendant qu'il suffit de tenir la main de Gukinju pour obtenir un manuel de cultivation de niveau terrestre, mes yeux s'illuminent aussitôt. Quelle aubaine! Punition en cas d'échec de la mission, forcer l'hôte à porter une robe féminine et des collants noirs devant Gukinju. En entendant l'avis de punition du système, je reste figé. Système, tu n'aurais pas un hobby particulier? Décidément, plus la récompense est élevée, plus le prix à payer est grand. Mission quotidienne de pointage, dire une déclaration d'amour à Gukinju une fois. Récompense, 10 milliards de points. Punition en cas d'échec, téléporter l'hôte à côté de Gukinju pendant son bain. En entendant la punition de la deuxième mission, je ne peux m'empêcher de m'exclamer, système, cette deuxième mission est trop difficile. Moi, un hétéro, comment pourrais-je dire autant de déclarations d'amour? De l'autre côté, Gukinju, les joues légèrement rougies, fait semblant de dormir adossé à un rocher. Des pétales de pêcher tombent sur ses vêtements, ce qui lui donne un charme particulier. Voyant cette scène, je ris doucement. Inutile de deviner, elle est encore ivre. Alors que je m'avance vers Gukinju. La voix de Gukinju résonne soudain dans mon esprit, mon disciple est enfin arrivé. Dépêche-toi de venir. Viens vite, prends ta maîtresse dans tes bras. Je marque une pause et regarde le visage d'une beauté absolue de Gukinju en souriant. Disciple, tu es enfin là. Ta maîtresse a fait semblant si longtemps. Il faut que tu me touches pour que ce soit bien. Maintenant que je suis dans les bras de mon disciple, où vais-je le toucher? Et si je touchais sa poitrine? Ah, je l'ai déjà touché il y a quelques jours. Si je la retouche, on croira que je le fais exprès. En écoutant les pensées de Gukinju, je comprends enfin. Bon, maîtresse. Ton disciple a le cœur lié au tien, mais la raison s'enroule autour de ton corps. À cette pensée, je laisse échapper un sourire malicieux. Puisque c'est comme ça, il va falloir que je récupère mes intérêts auprès de Gukinju. Je m'accroupis devant Gukinju. Sa voix intérieure devient aussitôt joyeuse et excitée. Disciple, vite, ta maîtresse n'en peut plus d'attendre. Je dessine un sourire, mais au lieu de la prendre dans mes bras comme d'habitude, je saisis son autre main. Maîtresse, ta main est si douce et si lisse. À ces mots, les rougeurs sur le visage de Gukinju s'étendent comme de l'eau. Oh, que veut dire mon disciple par là? Tu ne vas pas me relever. Mon cœur est tout affolé. En entendant les pensées de Gukinju, je ris doucement. Aujourd'hui, maîtresse a osé jouer avec moi. Félicitations, hôte. Vous avez terminé la mission quotidienne numéro 1. Vous avez obtenu le manuel de cultivation de niveau terrestre, technique terrestre. Veuillez vérifier votre réception. Détection, accélération du rythme cardiaque de Gukinju due à la prise de main de l'hôte. Obtention de 237 points de battement de cœur, plus 224. En entendant la voix du système, mon cœur s'emballe. Alors les points de battement de cœur peuvent être accumulés en continu. Puisque c'est comme ça, j'approche mon visage de Gukinju. Sentant ma respiration se rapprocher, Gukinju devient extrêmement tendu. Que va faire mon disciple? Il ne va pas m'embrasser, quand même?
Que faire, que faire? Un sourire narquois se dessine au coin de mes lèvres. Je me penche à l'oreille de Gukinju et souffle de l'air chaud. Maîtresse, tu es vraiment agaçante ces derniers temps. En entendant cela, Gukinju reste figé un instant. Mon disciple dit que je suis très agaçante? Est-ce qu'il a découvert ce que j'ai fait en cachette? Dois-je m'excuser ou pas? Que dois-je faire? Mon disciple ne va plus jamais me parler, hein? Alors que Gukinju est en proie à l'anxiété et s'apprête à avouer. La suite de mes paroles lui coupe le souffle, tu es agaçante, à force de plaire, on ne se lasse pas de te voir. À ces mots, le visage de Gukinju rougit encore plus. Son cœur bat si fort. Mon disciple est en train de me draguer. Mon cœur n'y résiste pas, ma maîtresse est déjà à bout, en voyant ce décalage entre son apparence et ses pensées. Je ricane doucement. Ce contraste est plutôt mignon. D'un geste, je soulève Gukinju dans mes bras. Et je descends la montagne. Sentant que je n'ai pas l'intention d'aller plus loin, Gukinju laisse échapper un soupir de soulagement. Mon disciple a tenu ma main, m'a dit des mots doux, mais pour l'instant, il se contente de regarder. Puisqu'il ne sait pas, je vais profiter de lui tout à l'heure. Je ne peux pas être la seule à être embêtée. En pensant cela, Gukinju se rassure. Mais elle ne sait pas que tout à l'heure, ce ne sera plus de l'embêtement, mais un véritable massacre à sens unique. Sur le chemin de la descente, Gukinju se tortille, son corps gracile s'accrochant à mon cou. Ta maîtresse est dans cet état, disciple, dis-moi si ton cœur tressaille ou pas, Gukinju est confiante, je vais encore agir comme d'habitude. Rougir et n'oser rien faire, puis la raccompagner. Au moment où Gukinju jubile. Je fais semblant de glisser du pied, ma main fait une secousse comme si j'allais la laisser tomber. Surprise, Gukinju ouvre la bouche. Pour crier, mais se reprend vite et ne laisse échapper qu'un grognement étouffé. J'ai eu vraiment peur. J'ai failli crier tout à l'heure. Mais heureusement, j'ai retenu. Sinon, toute la montagne serait au courant. Non, non, même dans tes bras, tu n'arrives pas à me porter correctement. Ta maîtresse est fâchée. Sur ce, Gukinju, feignant de somnambuler, lève son autre main, passe ses deux bras autour de mon cou et enfouit sa tête dans ma poitrine. Et, disciple, tu es complètement perdu. Je baisse la tête pour regarder la belle Gukinju dans mes bras, et je la vois sourire en coin. Et, maîtresse, lâche-moi. Je baisse la voix et parle d'un ton légèrement timide. Oh, oh, oh. Mon disciple est complètement à ma merci. Aïe, rien qu'à entendre sa voix. J'ai vraiment envie de le taquiner, Gukinju ne peut s'empêcher d'être excité. Tu veux me taquiner, hein? J'affiche un sourire malicieux, maître, on dirait que le maître n'a pas encore dégrisé. Ces mots rendent Gukinju encore plus ivre. Mon idiot de disciple n'a pas encore réalisé que je profite de lui. Ah, je me sens si rassuré contre la poitrine de mon disciple. Mais ce serait mieux sans vêtements, sans les enlever, c'est agréable. Une petite odeur, L'odeur d'un homme, pensa Gukinju avec effronterie. En entendant ses pensées débridées, je la trouvais simplement attendrissante. Je la trouve adorable. Soudain, je serre la cuisse de Gukinju, qui laisse échapper un gémissement. Son corps devient tout mou, son visage est si rouge qu'il pourrait saigner. Le maître n'a pas dégrisé, un petit pincement n'est pas excessif. Je ris joyeusement, le corps délicat de Gukinju tremble légèrement. Ah! Le disciple vient de me pincer la cuisse et dit que ce n'est pas grave parce que je suis ivre. Est-ce qu'il me défie? HMPH, ce sale disciple profite de mon ivresse pour me taquiner. Grand méchant, entendis-je dans son esprit, et je me sentis soudainement plus en forme. Le maître ne réagit pas? Alors un autre pincement. En entendant cela, Gukinju panique. Ma main gratouille même en cachette. Gukinju serre les lèvres et les dents pour ne pas faire de bruit. Ce disciple est un petit coquin, il pince puis gratte, c'est très chatouilleux. Ah, c'est trop d'abus. Sous la lumière de la lune, je vois le visage de Gukinju devenir rouge vif. Je m'arrête seulement quand il est rouge, me sentant de bonne humeur après avoir taquiné mon adorable maître. Me voyant arrêter, Gukinju soupire de soulagement et n'ose plus bouger, de peur que je ne recommence à l'embêter. Ainsi, je ramène calmement Gukinju à sa chambre, le dépose sur le lit et le couvre. Je me retourne pour partir. Ah, le disciple est enfin parti. Maudit, il a profité de moi aujourd'hui, il faudra que je lui rende l'appareil. Gukinju commence à ruminer. En entendant ses pensées, je m'arrête, me retourne et pince doucement sa joue. Bonne nuit, maître. Je quitte la pièce à grands pas. En entendant la porte se fermer, Gukinju ouvre immédiatement les yeux. Une main touche la joue que je viens de pincer, comme si ma chaleur y était encore. Et, sale disciple, toujours à taquiner son maître. Sous la lune, je marche paisiblement en mâchant une herbe de chien. Système, combien de points d'émotion? Hôte, vous possédez actuellement 11 237 points d'émotion. En entendant cette réponse, je suis ravi. Je n'aurais pas cru avoir déjà plus de 10 000 points en si peu de temps. Au fait, système, qu'est-ce que cette pierre de mémoire? D'une pensée, une pierre noire de la taille d'un poing apparaît dans ma main. Réponse, cette pierre de mémoire contient les souvenirs de la vie antérieure de Gukinju.
En entendant cela, je me fige dans mon mouvement de manipulation de la pierre. Dans ma vie antérieure, j'étais entièrement absorbé par la cultivation. Je ne savais pas grand-chose des affaires de la secte ni des expériences de Gukinju, seulement qu'elle avait certains secrets que j'ignorais. Mais maintenant, avec cette pierre, peut-être pourrais-je mieux comprendre Gukinju. La pierre contient de nombreux souvenirs de Gukinju depuis son enfance, dans certaines conditions spécifiques. Et en dépensant 1000 points d'émotion, je peux en voir une partie. Je soupire. Je range la pierre. Qu'a donc vécu le maître dans sa vie antérieure? Le temps passe, et arrive le lendemain. Je me réveille, m'étire, et vois Gukinju arriver. Bonjour, maître. Je souris et la salue. Elle répond d'un ton neutre, mais ses yeux sont cernés, signe qu'elle n'a pas bien dormi. Je remarque cela et demande avec une intention, maître, vous semblez fatigué, auriez-vous mal dormi? Maudit, ce sale schnappant, hier soir tu n'as cessé de me tripoter. Comme je l'ai dit, comment pourrais-je dormir après ça? Tu m'énerves. Bien que Gukinju tempête intérieurement, elle reste calme en apparence, ce n'est rien, je n'ai pas pu dormir hier soir. Ce n'est pas grave. En entendant ces pensées, je réprime un sourire. Je vois. Le disciple espère que le maître ne se consacre pas uniquement à la cultivation. Il est aussi nécessaire de se reposer. À ces mots, l'expression de Gukinju s'adoucit. Vu que mon idiot de disciple se soucie autant de moi, j'oublie cela. Toi, disciple, tu as percé, dit-elle en se calmant. Gukinju remarque l'aura autour de moi, surprise, elle se situe entre le stade du miroir clair et le raffinement de l'esprit. Et, ça va, maître. Je me gratte la tête. Gukinju reste silencieuse. Elle me prend la main pour explorer un instant, puis affiche une expression stupéfaite. C'est un saut de palier. Je me souviens d'un livre familial, Le Tigre de couleur, qui mentionnait les règles de l'œil céleste, j'ai toujours cru que ce n'était qu'une légende. Cela ne se répand pas. Je n'aurais jamais cru que cela existait vraiment. Cette aventure, bien que dangereuse, a aussi apporté une grande fortune. Vous avez ainsi obtenu la chance d'être le premier disciple. Chérissez-la. Entraînez-vous assidûment, compris? Gukinju me regardait sérieusement. Les paroles du maître, ton disciple les gravera dans son cœur. Je m'inclinai profondément, répondant avec sincérité. Bon, il se fait tard. Suis-moi à la salle des délibérations. Après l'examen des 3 salles des 2 piliers, les affaires du clan. Gukinju finit de parler et tourna les talons. J'allais la suivre quand soudain, dans mon esprit, retentit la pensée de Gukinju, dit rouleau de vente. Si l'on pouvait cultiver à 2 en se déshabillant, la progression ne serait-elle pas meilleure? Et si j'avais un enfant avec elle, ses talents ne seraient-ils pas terrifiants? Yo yo yo. Gukinju, à quoi penses-tu? Elle est ta disciple. Pourtant, son corps, peu à peu, semble pas mal. Peu à peu, non, arrête d'y penser. En suivant Gukinju tout du long. À écouter ses pensées, j'étais écrasé de points noirs. Je soupçonne fortement que, à l'époque, Gukinju m'a pris comme disciple uniquement pour mon apparence. Je n'avais que 6 ans. Peu de temps après, ce fut fini. Les anciens fixèrent rapidement les diverses affaires concernant l'accès au sanctuaire des sages. Bien sûr, je devais aussi y participer. Gukinju venait de sortir de la salle des délibérations. Qu'elle ouvrit déjà sa gourde de vin avec impatience, buvant à la régalade. Soudain, elle fit demi-tour. Retournée pour étudier la voie en profondeur. Gukinju agita la main, puis s'envola par le vent. Je regardais son dos en souriant. Étudier la voie en profondeur, c'était clairement une excuse pour boire. Première mission de pointage, embrasser une fois la joue de Gukinju. Augmenter le niveau d'intimité à 2. Pénalité en cas d'échec, forcer l'hôte à porter, devant Gukinju, un filet de pêche de bonne. À ces mots, je restai figé. Embrasser Gukinju, après ce qui s'est passé hier, elle se méfiera forcément. Comment je pourrais l'embrasser? Détection d'autres missions. L'hôte souhaite-t-il les consulter? Les paroles du système me laissèrent pantois. Quelles autres missions? Les autres missions donneront des récompenses aléatoires. Les récompenses sont de qualités inégales, cela dépend de la chance. En entendant cela, je me touchai le nez. Bien que pour moi, qui dans les jeux n'obtenait jamais que la garantie minimale, ce ne soit pas très favorable, mais avoir une récompense, même petite, vaut mieux que rien. Ainsi pensant, j'appelai le système et acceptai la mission. Mais ce qui me surprit agréablement, c'est que, bien que les autres missions ne soient pas difficiles, leur récompense était très généreuse. Non seulement je récupérai la souris chercheuse de trésors, divinité antique, mais je reçus aussi une pilule de purification sanguine de haut niveau. Après avoir terminé la mission, je me promenais joyeusement dans la ville de Kangan avec la souris. Soudain, une inspiration me vint, je sortis la pierre de mémoire. Je vis qu'un angle de la pierre de mémoire scintillait faiblement. Est-ce que cela signifie que les conditions particulières sont remplies? Plein de doutes, j'injectai mon énergie spirituelle. D'un coup, tout devint flou devant mes yeux, les gens et les bâtiments disparurent. Soudain, des murmures se firent entendre derrière moi. Je me retournai, sans que je sache quand, plusieurs enfants étaient apparus.
Regarde, c'est celle qui n'a ni père ni mère. On dit que peu après sa naissance, ses deux parents sont morts. Elle porte malheur. C'est elle qui a tué son père et sa mère. Les voix des enfants, en discutant, montèrent involontairement. Mon regard porta au loin. Sur les marches, une fillette d'environ 6 ou 7 ans baissait la tête sans parler. Mais ses poings étaient serrés, tremblant sans cesse. Je ne suis pas un porte-malheur. Je n'ai pas tué mes parents. Soudain, la fillette explosa, criant sur les enfants. Ceux-ci sursautèrent, et moi aussi. Tu es un porte-malheur. Sinon, pourquoi tes parents sont-ils morts juste après ta naissance? Cria immédiatement l'un d'eux. Les autres renchérirent, porte-malheur, porte-malheur. Dans les yeux de la jeune fille, d'abord la colère. Puis la perplexité, enfin la peur. Non, ce n'est pas ça. Je ne suis pas un porte-malheur. Je n'ai pas tué mes parents. Ce n'est pas ça. La fillette se tenait la tête en secouant sans cesse, s'accroupissant lentement. Ces mots étaient comme des aiguilles plantées dans son corps et son cœur. J'ouvris la bouche pour parler. Mais je constatai que je ne pouvais plus émettre un son, et mes mouvements étaient bloqués. À cet instant, une voix sévère retentit. « Que faites-vous là ?» En regardant d'où venait la voix, une femme d'âge moyen s'approcha, le visage grave. En voyant l'arrivante, les enfants changèrent tous d'expression, baissant la tête sans oser parler davantage. « Qui vous a permis de traiter ainsi un membre du clan ? Allez me copier 100 fois les règles familiales, ordonna T.L. sévèrement. » À ces mots, les enfants n'osèrent rien ajouter. Et s'éloignèrent rapidement. La femme d'âge moyen les regarda partir, puis reporta son attention sur la fillette, le visage empli de douceur et de chagrin. « Ma douce Kinjiu, ne pleure plus. Je les ai déjà punis pour toi. » La femme prit la fillette dans ses bras, caressant sa tête, la consolant doucement. Je compris, c'était le souvenir de l'enfance de Gu Kinjiu. Sentant l'étreinte de la femme, Gu Kinjiu ne put plus retenir ses larmes et éclata en sanglots de chagrin. « Ma chérie. » La femme avait encore plus de peine dans les yeux. Longtemps après, Gu Kinjiu cessa de pleurer. « Tante, je suis vraiment un porte-malheur ? Vraiment à cause de moi ?» Mais avant que Gu Kinjiu ait fini sa phrase, la femme l'interrompit. « Non, tu n'es pas un porte-malheur. La mort de tes parents n'a rien à voir avec toi. Tu es une très, très bonne enfant. Tu dois grandir en bonne santé et heureuse, tu comprends? C'est le souhait de tes parents. » Une femme d'âge moyen essuie les larmes sur le visage de Gu Kinjiu. Je fronce les sourcils, sentant qu'il y a quelque chose de caché là-dessous. Alors que je réfléchis, la scène devant moi vacille à nouveau. Quand je reprends mes esprits, je me retrouve dans une pièce. Au moment où je suis encore perplexe, la porte s'ouvre brusquement. Gu Kinjiu, âgé d'environ 10 ans, tient un pot d'alcool dans ses bras. Après avoir vérifié que personne ne le suit, il ferme la porte. C'est probablement la première fois qu'il boit. Sans s'y être habitué, il tousse violemment. Son visage devient rouge, et il ne peut s'empêcher de tousser. Cet alcool n'est pas bon non plus. Bien qu'il dise cela, il n'arrête pas de boire. Verre après verre, peu à peu. Il s'habitue au goût de l'alcool. Au bout d'un moment, Gu Kinjiu est complètement ivre et s'affale sur la table. Ses épaules tremblent sans cesse, et on peut entendre par intermittence des sanglots étouffés. La scène change à nouveau. Avec un grand bruit fracassant, je réapparais dans ma petite cabane de bambou. Gu Kinjiu se tient non loin, figé. Les yeux fixés sur ma porte fermée, rempli de chagrin. Je suis un peu abasourdi. Dans mes souvenirs, une fermeture de porte aussi violente ne s'est produite qu'une seule fois dans la vie précédente. Cette fois-là, j'étais bloqué à la 9e question du miroir des immortels, incapable de franchir le cap pendant des années. Psychologiquement, j'étais très irritable. Quand Gu Kinjiu l'a appris, il m'a suggéré de sortir me promener, pensant que je pourrais peut-être trouver une occasion de percer. Dans un état d'esprit détendu. Mais après une tournée, je n'ai rien obtenu de significatif, ce qui m'a rendu encore plus irritable. C'est ainsi que j'ai claqué la porte. Mais ce que je ne savais pas, c'est que Gu Kinjiu me suivait en cachette depuis le début. Ma vision s'embrouille, et l'instant d'après, je suis au bourg. Gu Kinjiu, le visage pâle, s'arrête devant une boutique. Il commande une boîte de pâte d'osmante. Quand il la tient dans ses mains, un sourire se dessine au coin de ses lèvres. Ce sourire dissipe la froideur de son visage, donnant une sensation de brise printanière. Je reste involontairement figé en le regardant. Tout au long du chemin, les pas de Gu Kinjiu sont un peu précipités. C'est la première fois que je le vois ainsi. Sur le sommet venteux de la montagne, sous la lune claire, Gu Kinjiu porte une robe blanche et est assis au bord de la falaise. Ses yeux sont rouges, et il regarde fixement la direction de la cabane de bambou. Dans son sein, il tient la boîte de pâte d'osmante, contenant 6 morceaux. Il reste là, immobile, tandis que ses larmes coulent en silence. Debout à côté de lui, je ressens une profonde culpabilité. La scène devant moi se transforme alors en pétales de fleurs qui se dispersent. Quand je reprends mes esprits, je me retrouve devant la cour de Gu Kinjiu. Je vois Gu Kinjiu appuyé contre la porte. Son visage est pâle, son souffle faible, et toute sa personne dégage une fatigue infinie. Au coin de ses lèvres, il y a même une trace de sang. En voyant son état, je reste figé,
comme frappé par la foudre. Dans les souvenirs de ma vie précédente, depuis que j'avais obtenu le méridien de l'épée de chasse aux démons, je voyais rarement Gukinju. Mais même lors de ces rares rencontres, il avait l'air normal. Maintenant, je comprends que s'il était introuvable, c'est parce que Gukinju m'évitait délibérément. Sa véritable condition était peut-être cachée par une méthode spéciale, mais elle ne pouvait pas durer longtemps, sinon elle aurait révélé des signes. Un petit oiseau blanc vole et atterrit devant Gukinju. Gukinju s'accroupit, pose un paquet devant l'oiseau, et attache un petit mot à sa patte. Nian'er, apporte-le à Bui. Tu devrais connaître son odeur. Je reconnais cet oiseau. Quand je suis arrivé sur le champ de bataille extérieur, il s'est posé dans ma chambre. Le paquet contenait une boîte de pâte d'osmante. Et dans le mot, il y avait partout des marques d'attention à mon égard. Il mentionnait aussi spécialement le nom de l'oiseau blanc, pensez à Zhang Bui. En réalité, ce mot disait déjà discrètement son amour. En voyant le visage émacié de Gukinju, je ressens une vive douleur. Je m'approche immédiatement de lui, tendant les bras pour le serrer, mais mes bras traversent le vide. Les alentours deviennent peu à peu irréels. Quand je reprends mes esprits, je me retrouve dans la rue du bourg de Kangguan, tenant dans ma main la pierre de mémoire dont un coin brille. D'une couleur jaune doré clair, très semblable à celle de la pâte d'osmante. Pâte d'osmante, ô pâte d'osmante. Je murmure doucement tout en emportant une boîte en partant. En repensant aux souvenirs vus, je commence à comprendre pourquoi il aime tant la pâte d'osmante. Surtout quand il est de mauvaise humeur. Ce qu'il mange, ce n'est pas tant un gâteau, mais une forme de réconfort, c'est comme voir le crépuscule. Gukinju est assis sur un rocher au bord d'un ruisseau. Ses pieds délicats et roses créent des ondulations dans l'eau. Mon idiot de disciple devrait bientôt venir me chercher, non, murmure-t-il avec un léger rire. À ce moment, dans son esprit, lui revient soudain la technique apprise dans les 36 niveaux de l'enfer, entrer dans le 7e niveau de l'enfer, la tentation du corps mouillé. Pensant à cela, Gukinju prend une poignée d'eau et la jette sur lui. Puis, satisfait, il s'allonge sur le côté, la tête appuyée sur sa main. Vite, idiot de disciple. Quand j'arrive à la cour de Gukinju, je constate qu'il n'est pas là. Je me dis qu'il a dû aller boire quelque part, et je commence à le chercher partout. Ah, le soleil s'est encore couché. Pourquoi l'idiot de disciple n'est-il pas encore venu? Est-ce que l'endroit que j'ai choisi est difficile à trouver? Est-ce qu'il ne va pas me trouver? Alors tout ce que j'ai préparé n'aura servi à rien, pensait Gukinju, paniqué, s'apprêtant à partir. C'est à ce moment que je sors de la forêt. Et nos regards se croisent. En me voyant, Gukinju reste figé. Son petit cerveau pas très brillant tourne à 360 degrés avant de trouver une idée. Gukinju affiche soudain une expression confuse, fait quelques pas en avant en titubant, puis tombe à terre. Je me touche le nez. Il faut dire qu'en entendant les pensées de Gukinju, ça semble assez crédible. Qu'est-ce qui se passe? Dès que l'idiot arrive, me voilà embarrassé. Il est tellement bête, il ne devrait pas remarquer que je fais semblant, non? Tu peux être stupide à n'importe quel moment. Mais cette fois, il faut que tu le sois. Je tressaille des lèvres. Décidément, c'est la première fois que je vois un maître souhaiter que son disciple soit bête. Mais j'ai fait semblant de ne pas le savoir en disant, « Maître, tu es encore ivre ?» En entendant cela, Gukinju s'est senti rassuré. Ah, mon stupide disciple est si facile à berner. C'est comme ça que je suis mignon, pensa TL. En entendant les pensées de Gukinju, je laissai échapper un sourire. Je me baissai pour la retourner, puis je restai figé, une grande tache humide s'étalait sur le devant de sa tenue. Ses vêtements plaqués révélaient des courbes uniques. J'eus la gorge sèche, avalai difficilement ma salive, puis sentis mon nez chauffer. Je portai la main à mon nez et vis du sang. Les amis, qui pourrait supporter ça, que ce soit le maître ou qui que ce soit? Ah! Pourquoi mon disciple ne bouge-t-il plus? Serait-il fasciné par moi? Le maître m'aurait-il vraiment dans la peau? Mais être comme ça devant mon élève, c'est tellement gênant. Ah! Alors comme ça, mon stupide disciple est un petit pervers. Gukinju criait d'excitation intérieurement. En entendant ses pensées, je revins à moi. Pas mal, elle est venue me charmer. Est-ce que mon stupide disciple va passer à l'action? Je suis si nerveuse, si impatiente. S'il agit, dois-je résister? Mais cela ne reviendrait-il pas à dire que je l'ai délibérément provoqué? Quel dilemme! Et en plus, nous sommes maîtres et disciples. Rien que d'y penser, c'est si excitant. Les pensées de Gukinju débitèrent encore des propos osés. En les entendant, je fus rempli de traits noirs. Ces paroles, suis-je le genre de personne à profiter de la situation? Sur cette pensée, je me penchai et déposai un baiser sur sa joue. Et, je le suis. Les pensées de Gukinju s'arrêtèrent net. Félicitations, hôte, vous avez gagné 287 plus 295 plus 300 points de valeur sentimentale. Je rouvris les yeux après avoir retiré mes lèvres. Les longs cils de Gukinju tremblaient légèrement, et ses joues étaient encore plus rouges. Mon stupide disciple m'a embrassé. Il a vraiment osé. Est-ce qu'il va se passer quelque chose aujourd'hui? Quelques secondes plus tard, les pensées honteuses et paniquées de Gukinju résonnèrent à nouveau dans mon esprit.
Je savais bien que ce maître idiot ne savait que fanfaronner. Quand il faut vraiment agir, il n'ose pas, bien que Gukinju fût très tentante dans cet état, je n'avais pas l'intention d'aller plus loin. Après tout, cela doit être fait de gré à gré. Pour l'instant, je ne fais qu'accomplir une mission. Félicitations, hôte. Mission quotidienne accomplie, récompense en cours de distribution. Lien d'esprit mutuel, 2e niveau. En plus d'entendre les pensées de Gukinju, je pouvais désormais voir les images qu'elle imaginait. De plus, le lien entre nous était renforcé. Peu importe la distance, je pouvais percevoir sa situation. À peine le système eut-il fini de parler qu'une image apparut dans mon esprit. Je voyais, couché sur Gukinju, un sourire malicieux aux lèvres, « Maître, je vais passer à l'action. » Non, non. Gukinju, le visage rouge, se couvrait les mains comme pour refuser, mais ses lèvres murmuraient, « Vite, vite, dépêche-toi. » Je restais figé, regardant son visage aux yeux clos. Sacré bon sang, quelle imagination débordante. Sachant que les lecteurs n'aimaient pas ça, je secouai la tête et dissipai l'image dans mon esprit, le regard un peu impuissant. À l'époque où Gukinju m'a pris comme disciple, elle avait sûrement des arrière-pensées. Malgré cette pensée, je devais continuer. Puis je jetai ma robe de dessus sur elle. Je la soulevai d'un coup et repris le chemin du retour. À cause de l'humidité de ses vêtements, sa température était un peu basse. Mes bras, qui la tenaient, se serrèrent instinctivement. Sentant mes gestes, Gukinju ressentit une chaleur au cœur. Sa tête collée contre ma poitrine, elle entendait clairement les battements puissants de mon cœur. Un sourire se dessina au coin de ses lèvres, elle profitait de cet instant de tendresse. Je ne fis plus aucun geste. Sans un mot, je la ramenai à sa chambre. Mais alors que je posai Gukinju sur le lit et m'apprêtais à partir, ces pensées résonnèrent dans mon esprit, le disciple s'en va. Il ne va pas aider son maître à changer de vêtements? Quel idiot! Disciple, tu ne veux pas changer mes habits? C'est tellement inconfortable. J'hésitai un instant, puis décidai de ne pas y prêter attention. Après tout, elle ne dormait pas vraiment. Alors que je faisais un pas pour partir, le système s'activa soudain, mission aléatoire, aider Gukinju à changer de vêtements. Récompense en cas de succès, ticket d'utilisation d'un équipement de qualité renommé. Pénalité en cas d'échec, obliger l'hôte à porter un ensemble de rennes devant Gukinju. Je pensais en moi-même, ah, ce genre de système. Pourquoi penses-tu toujours à me faire porter des robes féminines? Le disciple n'aime plus son maître. Avec cette attitude, que le maître grelotte, alors? Ce n'est plus de l'amour, les sentiments se sont refroidis. Est-ce que je demande à ne pas assumer mes responsabilités? En écoutant les monologues intérieurs de Gukinju, je trouvais cela plutôt drôle. Bon, d'accord, je vais t'aider à te changer. Je pense que le maître doit être très inconfortable habillé comme ça. Et si je lui changeais ses vêtements, dis-je exprès en m'approchant de Gukinju. Je la déposai sur le côté et l'observai. Elle avait les lèvres pincées, le visage rougissant de honte. J'avalai ma salive. Cette apparence est trop séduisante. Sachant que la suite ne plairait pas à tout le monde, je passai directement au moment où les vêtements étaient changés. Enfin, en regardant à nouveau Gukinju, je sentis tout mon visage s'embraser. Votre disciple prend congé. Sur ces mots, je me penchai légèrement et m'éclipsai rapidement. Ce n'est que lorsque la porte se referma que Gukinju poussa un soupir de soulagement. Repensant à l'instant d'avant, son visage s'empourpra encore plus et elle se couvrit le visage de ses mains. Quelle honte! Même si j'ai déjà eu des contacts avec mon stupide disciple, c'était quand il était inconscient. Gukinju attrapa la couverture et s'en couvrit la tête. Ce n'est qu'après un long moment qu'elle revint à elle et sortit la tête. Elle regarda de nouveau la porte et resta figée. Car sur la table devant la porte se trouvait une boîte en bois, le même modèle que celle de la pâtisserie Zhang pour les gâteaux à la fleur d'osmante. Le visage de Gukinju, qui avait retrouvé son calme, se colora à nouveau de honte, et un sourire heureux se dessina au coin de ses lèvres. Moi, je m'enfuis précipitamment de la cour de Gukinju, m'appuyai d'une main sur un tronc d'arbre et fis plusieurs profondes respirations. Ce n'est qu'ainsi que le feu dans mon cœur s'éteignit peu à peu. Félicitations, hôte. Mission aléatoire accomplie, récompense en cours de distribution. Félicitations, hôte. Vous avez obtenu la faveur des immortels. Hôte, veuillez vérifier. La voix du système retentit dans mon esprit. De retour dans la cour de ma cabane de bambou, je m'allongeai confortablement dans une chaise en rotin et sortis la faveur des immortels. Une lueur dorée brilla, et dans ma main apparut un vieux carnet de croquis. Chaque trait de chaque caractère était parcouru de veinures sombres et dorées, dégageant une aura suprême. J'ouvris le carnet. Sur la première page était dessiné un portrait. La page suivante présentait un texte de longueur variable, comme une introduction au personnage du portrait. À la fin, il était toujours écrit en lettres dorées, les conditions pour débloquer le portrait, système. Ce rouleau des immortels, si je remplis les conditions de déverrouillage, pourrais-je débloquer les personnages dans le tableau pour qu'ils m'aident? En feuilletant le rouleau, je demandai. Oui, hôte.
Le rouleau des immortels renferme plusieurs dizaines de puissants ayant existé sur la terre de Tianxuan. Ces puissants étaient, de leur vivant, au moins au sommet du stade des saints. Mais ces fragments d'âme n'ont plus leur souvenir d'antan, bien qu'ils soient loyaux à 100% envers l'hôte. Lorsque l'hôte débloque un personnage du rouleau des immortels, son niveau minimum est celui des immortels, d'où le nom de rouleau des immortels. À ces mots, je m'intéressais vivement, imaginant déjà la scène grandiose d'innombrables puissants se tenant derrière moi. À cette pensée, je ne pus m'empêcher de sourire, d'abord me cloîtrer, puis sortir pour l'épreuve du clan. D'une part, à cause de ce qui s'était passé avec Guqingju aujourd'hui. C'était un peu embarrassant, je n'avais pas encore décidé comment l'affronter. D'autre part, il fallait rapidement améliorer ma force pour débloquer la seconde épée de destin. Augmenter mes chances de survivre aux crises du royaume secret. Pensant cela, je collai un talisman, ne pas déranger, sur ma porte, puis fermai la porte et commençai à cultiver. 3 jours plus tard, j'ouvris les yeux, une aura glaciale s'échappant de mon corps. Après 3 jours de cultivation, ma cultivation actuelle avait atteint le 8e niveau du stade de l'esprit raffiné, et j'avais aussi éveillé avec succès la seconde épée de destin. Après avoir contrôlé mon aura, je sortis de ma chambre. Dès la sortie, je vis Liu Yannian, le menton posé sur la table de pierre, l'air absent, sa mèche rebelle s'agitant, ce qui était plutôt mignon. En entendant du bruit, Liu Yannian releva la tête. Me regardant, un sourire apparut immédiatement sur son visage, « Frère Wu. » Je m'approchai d'elle en souriant, « Tu es venu exprès pour m'attendre ?» Liu Yannian acquiesça, un peu gêné, « Frère Wu, tu as promis de participer à l'épreuve avec moi, alors nous sommes une équipe. Alors je suis venu te chercher, frère Wu. Allons-y, je souris, et nous marchâmes côte à côte vers la place du clan. À ce moment-là, sur la place du clan, sur l'estrade principale, à part Guqingju, les 5 autres anciens étaient déjà arrivés. Moi et Liu Yannian arrivâmes aussi sur la place, nous dirigeant vers la file des disciples directs. C'est alors qu'une voix grinçante et sarcastique parvint de derrière, un bon arien du 7e niveau du raffinage des veines, l'avoir avec soi n'est qu'un fardeau. Je me retournai et vis 2 personnes s'approcher lentement de nous. Celui qui avait parlé était le jeune homme en blanc à droite, qui referma son éventail. Son regard sur moi était plein de mépris et de moquerie. Cet homme s'appelait Shen Kui, le fils de Shen Ai. L'autre à côté s'appelait Lei Ming, le disciple direct de Shen Ai. En voyant qui arrivait, mon regard s'assombrit. Cet homme était celui que je devais tuer dans cette vie. Shen Kui pouvait être décrit comme ayant toutes sortes de mauvaises actions innées. Il avait menacé la vie des familles de pas moins d'une vingtaine de disciples féminines, les avait forcées, puis avait volé leurs sous-vêtements comme trophée. De plus, il pratiquait l'usure parmi les disciples externes. Ceux qui ne pouvaient pas rembourser étaient soit battus sévèrement, soit mutilés, et vendus à des hérétiques sous prétexte de mission. Mais son père, Shen Ai, gérait les disciples externes et contrôlait toutes les affaires de cette section. Il avait bien verrouillé les informations, à tel point que jusqu'à présent, les anciens ignoraient les crimes du père et du fils Shen. Shen Kui, qu'est-ce que tu dis? Liu Yannian, entendant les paroles de Shen Kui, devint furieuse. Sa mèche rebelle se dressa sous l'effet de la colère, comme si elle allait nous dévorer. Qu'est-ce que je dis? Je dis la vérité. Avec 4 veines d'épée, cultivant plus de 10 ans sans percer le stade de l'énergie vitale. Ai-je dit quelque chose de faux? Shen Kui haussa les épaules. Petite sœur Liu, viens avec moi. Je viens de percer au 4e niveau de l'esprit raffiné hier, je te promets de te protéger. Shen Kui regarda Liu Yannian avec un regard plein de profondeur. Non, avec quelqu'un comme toi, qui ne respecte pas ses camarades, tu me dégoûtes. Liu Yannian ne cacha pas son dégoût. En entendant ces mots, le visage de Shen Kui s'assombrit. Il me jeta un regard féroce, plein de menaces. Je n'y prêtais pas attention. Je regardais plutôt profondément Lei Ming. Une idée germa dans mon esprit, avant le rassemblement du ciel, je devais révéler les affaires de Shen Kui. Un plan se forma lentement dans mon esprit. Peu de temps après, les disciples du clan arrivèrent peu à peu. Quant à Guqingju, elle arriva en retard. 6e ancien, tu es enfin arrivé. Je pensais que tu ne prenais pas l'épreuve du clan au sérieux. Shen Ai regarda Guqingju avec moquerie. Pas très fort en compétences, mais beaucoup d'air. Guqingju répondit froidement. Toi, Shen Ai, humilié et furieux, fit mine de se lever pour affronter, mais l'aura du chef du clan, Qin Ling, au stade des immortels célestes, éclata soudainement. Shen Ai sentit comme une montagne peser sur ses épaules, le rendant immobile. Assez. Des anciens d'un même clan qui s'injurient et se battent. Quel spectacle! L'important aujourd'hui est l'épreuve du clan. Qin Ling renifla légèrement. Le visage de Shen Ai était mauvais, mais il se contenta de jeter un regard noir à Guqingju, sans continuer à se fâcher. Guqingju ne daigna pas non plus regarder Shen Ai. Assise à sa place, elle balaya la foule du regard et m'aperçut en train de la regarder, souriant bêtement. Dans l'esprit de Guqingju réapparut la scène de cette nuit-là. Elle détourna le regard, gênée, mais une rougeur envahit son visage.
Entendant les pensées de Gukinju, un sourire se dessina au coin de mes lèvres. J'étais curieux de savoir quelle image elle avait en tête. Pensant cela, je levai le blocage sur les pensées de Gukinju. Puis une image surgit dans mon esprit. Dans l'image, j'étais torse nu, tenant Gukinju dans mes bras, vêtu seulement de ses sous-vêtements. Mon idiot de disciple, dis que tu aimes ton maître. J'aime mon maître. Mon idiot de disciple, dis que tu adores ton maître. J'adore mon maître. Gukinju se couvrit le visage, entr'ouvrant ses doigts pour me regarder. Les yeux pleins de honte et de joie. Frère Ouyi, à quoi penses-tu? Liu Yannian pencha la tête. S'approchant de moi, il agita la main en demandant. Je revins à moi, bloquai les pensées de Gukinju, et ris doucement. Rien. Puis, regardant Gukinju, je pensais, d'accord, maître. Tu profites de l'occasion pour fantasmer sur ton disciple, hein? Attends que cette épreuve soit finie, je vais te donner une bonne leçon. Remarquant mon regard. Gukinju se souvint de la scène qu'elle venait d'imaginer, et devint soudainement timide. Ah, que c'est gênant. Non loin de là, Shen Kui, me voyant fixer Gukinju, ressentit une colère inexplicable. À ce moment, une voix résonna dans son esprit. Regardant Shen Ai sur l'estrade. Un instant plus tard, Shen Kui détourna le regard, tourna les yeux vers moi et esquissa un sourire en coin. Les Ming, quand nous entrerons, trouve une occasion d'éloigner Liu Yan. Je veux régler mes comptes avec ce bon à rien de Zhang Gui. Oui, répondit les Ming d'une voix grave, la tête baissée, l'expression indéchiffrable. Zhang Gui, tu l'as cherché. La faute à toi, pourquoi m'as-tu volé la place de devenir le disciple de Gukinju? Shen Kui me regarda d'un air glacial, comme s'il regardait un mort. Je sentis son regard. Un sourire mauvais, presque imperceptible, se dessina au coin de mes lèvres. Sur l'estrade, Qinlin se leva aussi. Voyant le grand aîné se lever, les voix s'éteignirent instantanément, tout le parvis devint silencieux. Qinlin s'éclaircit la gorge. Y injectant son énergie spirituelle, il prit la parole. Aujourd'hui commence l'épreuve sectaire triennale de la secte du ciel visible. Conformément au règlement des années précédentes, l'épreuve durera 3 jours et se déroulera dans le royaume secret de la secte du ciel visible. Les disciples externes seront placés à la périphérie du royaume, tandis que les disciples internes et les disciples directs seront placés au milieu du royaume, en fonction du nombre de plantes spirituelles trouvées ou de bêtes spirituelles tuées par chaque disciple, ainsi que de leur niveau. Des classements seront établis pour les disciples internes et externes. Les 10 premiers externes recevront des récompenses d'entraînement, ainsi qu'une opportunité de passer le test d'entrée chez les disciples internes. Les 30 premiers internes obtiendront davantage de ressources d'entraînement, en quantité variable. Quant aux 15 premiers internes, ils auront aussi la chance de séjourner 2 semaines dans le pavillon du ciel visible. Cependant, Qinlin changea soudainement de ton, fit une pause. Il poursuivit, cette année, c'est différent. Dans 2 mois, le tournoi des génies de Nanksin aura lieu. À cette occasion, tous les jeunes prodiges de la nouvelle génération de Nanksin y participeront. Les récompenses pour les 12 premiers de ce tournoi seront l'accès au royaume secret du sage. En entendant les paroles de Qinlin, les disciples en bas s'agitèrent. Ouah, l'accès au royaume secret du sage. Cela signifie que nous pourrions entrer dans le royaume légendaire du sage. On dit qu'à l'intérieur, armes et techniques de cultivation abondent, et toutes de haut niveau. En prendre une au hasard serait d'un grand bénéfice pour la cultivation future. Jaloux, vraiment jaloux, mais on ne peut que l'être. Hélas, si seulement j'avais cultivé plus sérieusement. Les disciples autour commentaient, certains soupirant, d'autres se frottant les mains. Côté disciples directs, tous avaient déjà été informés par leur maître de cette affaire. Donc ils n'étaient pas trop surpris. Cependant, chacun affichait une détermination éclatante. Comme la secte du ciel visible n'a que 6 places pour le tournoi des génies, cette épreuve sectaire devra subir quelques modifications. Qinlin fit taire la foule et continua, premièrement. La zone d'épreuve change, les disciples externes pourront cette fois entrer dans la zone médiane, tandis que les disciples internes et les disciples directs pourront entrer dans la zone centrale. Quant à la zone où vous voulez vraiment être, cela dépend de vous. Je dois donc vous rappeler, agissez selon vos forces. Deuxièmement, cette épreuve, en plus des récompenses habituelles, apportera davantage de ressources d'entraînement. Les 3 premiers internes non seulement auront l'opportunité de participer au tournoi des génies, mais pendant ces 2 mois, ils pourront aussi utiliser librement le pavillon du ciel visible pour s'entraîner, dit Qinlin. Alors qu'il terminait, quelqu'un posa une question, grand aîné, pourquoi seulement les 3 premiers? N'y a-t-il pas 6 places? Qinlin sourit doucement et dit, parce que les 3 autres places sont attribuées à Wu Daoming, Zhang Ren et Mu Yuyan. En entendant ces 3 noms, tout le monde resta silencieux, n'affichant aucun mécontentement, mais plutôt du respect, car ces 3 personnes possèdent des méridiens anciens ou des sens spéciaux, ce sont les véritables génies de cette génération de la secte du ciel visible. Il y a 1 an, ils sont descendus de la montagne pour s'entraîner, et à ce moment-là,
Ils étaient déjà au 9e niveau de la raffinerie spirituelle, après un an d'entraînement. Leur force a sans doute encore augmenté. Ouah, frère aîné Bui, seulement 3 places. Il semble que nous n'ayons aucune chance, tous les deux, dit Liu Yan d'un air morose, sa mèche de cheveux déprimée. Retombant. Zhang Bui allait la réconforter, mais l'instant d'après. Liu Yan se redressa comme ressuscité, sa mèche se redressant en l'air. Mais ce n'est pas grave, de toute façon, même avec 6 places, nous ne les aurions pas eues. Concentrons-nous plutôt à chasser un maximum de bêtes et à cueillir des plantes, à améliorer notre classement, et à obtenir plus de ressources d'entraînement. Liu Yannian regarda Zhang Bui avec enthousiasme et lui dit. Zhang Bui resta interdit. Manifestement, il ne s'attendait pas à ce que Yu Pei ait une si grande capacité d'autoconsolation, sinon elle aurait échoué. Sois tranquille, frère aîné Bui, avec moi, ton classement ne sera pas trop bas. Quoi qu'il arrive, je t'emmènerai dans le top 30. Dans le top 15, dit Liu Yannian d'un air sérieux. Bien, je te crois. Zhang Bui sourit et hocha la tête. Liu Yan afficha aussitôt un sourire. Non loin de là, Shen Kui émit un ricanement froid. Ris donc, une fois entré, tu ne riras plus jamais. Bon. J'ai dit l'essentiel. L'épreuve du clan commence maintenant. Le portail de téléportation s'active. Qin Ling éleva la voix. Les 5 autres anciens se levèrent, leur aura explosant. Ils transférèrent leur énergie spirituelle au-dessus de la place du clan. Cette énergie forma un pilier de lumière. Sur la place, un immense sceau apparut, enveloppant tous les disciples. Une lumière bleue scintilla. En un clin d'œil, tous les disciples furent transportés dans le royaume secret de l'épée céleste. Qin Ling agita la main. Sur la place surgirent des images de toute taille, montrant la situation de chaque disciple dans le royaume secret. Surveillez bien. Si un disciple est en danger, intervenez immédiatement. Qin Ling regarda les nombreuses images d'un ton grave. Les anciens hochèrent la tête en réponse. Gu Qingjiu, paresseuse, prit sa tasse de thé et but. L'ancienne Gu a bien de la chance. À boire du thé ici, a laissé son disciple, qui n'a que le stade de la veine originelle à cette couche, entrer dans le royaume secret. Tu n'as pas peur? Shen Gai s'approcha en souriant. Comment va mon disciple? Ne dérange pas le 4e ancien avec cela. En revanche, 4e ancien, Gu Qingjiu but une gorgée de thé. Puis posa sa tasse sur la table, son visage indifférent, donnant l'impression aux autres qu'elle était arrogante. Prends garde à ne pas sombrer dans la ruine totale. Shen Gai, le visage sombre, se mit à rire. Il hocha la tête. Alors, attendons de voir. Sur ces mots, il tourna les talons et partit. Gu Qingjiu fixa le dos de Shen Gai. Son visage était froid comme la glace. Dans le royaume secret de l'épée céleste, Zhang Bui et les autres apparurent à la frontière entre un désert et une forêt. La forêt était la zone centrale du royaume secret. Je pars d'abord. Qin Shi regarda au plus profond de la forêt, ses yeux ne pouvant cacher son désir. Sur ces mots, sans se retourner, il bondit. Et disparut dans la forêt. Je pars aussi. Lu Xing le suivit de près. Vas-y, bon à rien. Shen Kui regarda Zhang Bui avec un sourire moqueur. Puis il entra à son tour dans la forêt. Il ne restait plus que Zhang Bui, Liu Yuqin, les frères Wei. Et les Ming tous deux. Liu Yu regarda la direction où les deux étaient partis, puis demanda, vous deux, c'est votre première fois dans le royaume secret? Ne sachant pas quoi dire, Wei Yuzi commença à expliquer, le royaume secret de l'épée céleste contient de nombreuses herbes et bêtes spirituelles, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus précieux. Le plus précieux, ce sont les héritages de l'épée des anciens maîtres du clan. Si on peut en obtenir un, la cultivation future sera naturelle. Ces héritages se trouvent au plus profond du royaume secret. Mais comme il y a de nombreux pièges dangereux, en général, les disciples ne sont pas autorisés à y entrer, sauf en cas d'événement majeur du clan. Ou si un disciple d'un talent exceptionnel apparaît. Le premier, le deuxième et le troisième frères aînés sont les disciples au talent exceptionnel. Après être entrés dans le royaume de l'esprit divin, ils ont été autorisés à entrer dans le royaume secret, et chacun a reçu un héritage. Ayant obtenu ces héritages, ils ont rapidement atteint le 9e palier de l'esprit divin, puis ont pris congé du clan. Pour descendre de la montagne et s'entraîner. Wei Yuzi parlait, ses yeux emplis d'envie. Zhang Bui et Liu Yannian hochèrent la tête. Pas étonnant que Qin Shi et Lu Xing soient si impatients d'entrer. À propos, avec votre niveau, restez dans les environs pour être un peu plus en sécurité. Nous, les deux frères, allons aussi chercher l'héritage. Wei Yuzi regarda Zhang Bui et les deux autres. Zhang Bui sourit et hocha la tête. D'accord, que les deux frères aînés fassent attention. Wei Yuzi et Wei Buzi hochèrent la tête, puis leurs silhouettes disparurent dans la forêt. Zhang Bui se tourna vers Liu Yannian. Liu Yannian fixait les dos des deux hommes, un peu perdus. Zhang Bui devina que très probablement, dans la vie antérieure, il n'avait pas écouté les conseils de Wei Yuzi et était entré dans la forêt, ce qui avait déclenché un piège. Et laissé des cicatrices. Liu Yannian revint à elle et vit Zhang Bui la regarder. Elle se sentit un peu gênée. Frère aîné Wei, pourquoi me regardes-tu? Retournons dans la zone médiane. Dit Liu Yannian.
À ce moment, les Ming, qui n'avaient pas parlé jusqu'alors, prit la parole. Suivez-moi tous les deux. Entrons dans la forêt, je peux vous protéger. Alors, Liu Yu prit la parole à son tour, non, restons plutôt dans la zone médiane. Liu Yannian refusa en premier. Après tout, le frère aîné Bui n'a que le stade de la veine originelle, son niveau est trop bas, entrer est trop dangereux. Les Ming voulaient encore dire quelque chose, mais Zhang Bui prit la parole en premier, d'accord, entrons ensemble. En entendant les paroles de Zhang Bui, les deux le regardèrent, stupéfaits. Seigneur Bui, que dis-tu? Arrête de parler. Je veux dire, c'est trop dangereux à l'intérieur. Nous ferions mieux de rester dehors. Liu Yannian dit avec anxiété, le seigneur Les Ming a dit qu'il pouvait nous protéger. Et ta force n'est pas mauvaise non plus. En fait, il suffit que le seigneur Les Ming me protège. Pour lui, c'est un jeu d'enfant, n'est-ce pas, seigneur Lei, dit Zhang Bui en souriant et en regardant Les Ming. Liu Yannian resta un instant interdite. Elle regarda Les Ming, qui hésita un instant puis hocha la tête comme pour acquiescer. À la périphérie, avec une cultivation au 7e niveau de la QI refining, on ne rencontre généralement pas de danger. Et la cadette Liu est au 9e niveau. En entrant dans la zone centrale, elle devrait pouvoir s'en sortir. Moi, je suis au 3e niveau de la divine refining. Protéger le cadet Zhang est plus que suffisant. En entendant les paroles de Les Ming, Liu Yannian était encore un peu inquiète. Bon, allons-y. J'ai un artefact d'autodéfense donné par mon maître. Zhang Bui rit. Et avec un peu de chance, tu pourras obtenir l'héritage. On ne sait jamais. En voyant Zhang Bui parler ainsi, Liu Yannian acquiesça enfin. Alors entrons ensemble, dit Liu Yannian. Les Ming prit alors la tête pour les guider. Zhang Bui regarda le dos de Les Ming, un sourire aux lèvres. Il voulait voir. Quelle tour Shen-Ai jouait. À l'extérieur du secret, sur la place du clan. Je me demande combien de disciples obtiendront l'héritage du secret cette fois, dit Qinlin en regardant l'image dans le ciel. Elle prit la tasse de thé à côté, but une gorgée et demanda, Maître Qin. Il ne décevra certainement pas les attentes, dit Shen-Ai en souriant. Qinlin secoua légèrement la tête. Elle posa la tasse de thé qu'elle tenait et dit, Mon fils, je le connais bien. L'héritage du secret de la secte de l'épée céleste n'est pas si facile à obtenir. Et Wu Daoming. Comparé à eux trois, que ce soit en talent ou en caractère, il est loin derrière. Les coins de la bouche de Shen-Ai tressaillirent. Il ne savait soudainement pas quoi dire. Il ne s'attendait pas à ce que Qinlin soit si peu respectueuse envers son propre fils. À côté, Gu Qingju appuyait sa tête sur sa main, regardant Zhang Bui sur l'écran. Un sourire imperceptible se dessina au coin de ses lèvres. Ce disciple idiot, je ne me lasse pas de le regarder? Qu'est-ce qui se passe? L'image a disparu. Feng Tianji, qui surveillait attentivement les images, émit soudainement un son. Tous les anciens regardèrent. Les images d'une dizaine de disciples avaient disparu, ne laissant qu'un écran blanc. Est-ce par manque de soutien en énergie spirituelle? Qinlin se leva et dit d'une voix grave. C'est la première fois que cela arrive. Le flux d'énergie spirituelle est stable, ce n'est pas un problème externe. Feng Tianji secoua la tête et continua, c'est à l'intérieur du secret, pour une raison inconnue, cela affecte l'image. Faut-il arrêter l'épreuve? Demanda l'imagien en regardant Qinlin. À cet instant, les images vides réapparurent, et les disciples à l'intérieur ne montraient rien d'anormal. En même temps, d'autres images devinrent violettes. Mais elles revinrent rapidement à la normale et l'épreuve continua. La disparition des images n'avait pas affecté les disciples. Cette variation semblait donc sans danger pour eux. Après un moment de réflexion, il dit, mais que tout le monde reste vigilant. Si quelque chose se produit, entrez immédiatement pour les secourir. Oui, répondirent immédiatement tous. Dans la foule, Shen-Ai jeta un coup d'œil à Gu Qingju et afficha un sourire sinistre. Gu Qingju remarqua le regard furtif de Shen-Ai, mais se contenta de froncer légèrement les sourcils, sans autre réaction. Dans le secret, les Ming conduisit Zhang Bui et Liu Yannian à travers la forêt pendant longtemps. Quel ennui! Sur ce chemin, nous n'avons rencontré aucune bête spirituelle. Ni aucun piège. Est-ce vraiment la zone centrale? Dit Liu Yannian en arrachant distraitement une feuille à côté. Elle la laissa tomber sans énergie, la faisant légèrement osciller. Zhang Bui, quant à lui, fixait les Ming. Il dispersait son esprit autour pour pouvoir réagir à toute éventualité. À ce moment, une brume blanche commença à se rassembler autour d'eux. D'où vient cette brume? Demanda Liu Yannian en fronçant les sourcils. Le regard de Zhang Bui se porta sur un arbre non loin. Un sourire se dessina au coin de ses lèvres, enfin. La brume devenait de plus en plus dense, rendant les environs de plus en plus flous. Arrêtons-nous, c'est étrange, dit Les Ming en s'arrêtant. Il commença à observer les alentours. En entendant les paroles de Les Ming, Liu Yannian s'arrêta aussitôt. Elle se rapprocha de Zhang Bui, dévoilant son niveau de cultivation. Bui, Seigneur, n'aie pas peur. Je suis là, dit Liu Yannian. Zhang Bui resta impassible. Il leva la main et la frappa légèrement dans le dos. Une lueur sombre brilla puis disparut. À l'extérieur, Gu Qingju vit Zhang Bui et Liu Yannian.
si proches l'un de l'autre. Une once de mécontentement apparut dans ses yeux. Encore si proches. À cet instant, l'image de Zhang Guiyi devint blanche, puis les images de plusieurs autres disciples personnels devinrent également blanches les unes après les autres. Voyant cela, plusieurs autres anciens montrèrent des expressions inquiètes. Rassurez-vous, ce sont tout de même des disciples de la secte Qingshuang, il ne leur arrivera rien. Shen Ai but une gorgée de thé en disant cela, son regard se tourna vers Gu Qingyu. Les anciens hochèrent la tête. Leurs regards suivirent également Gu Qingyu. Après tout, Zhang Guiyi n'était qu'au stade des veines du cercle, et si un incident survenait durant cette période? Gu Qingyu ne prêta aucune attention à eux, le regard indifférent, elle ferma les yeux pour se reposer. Shen Ai, voyant que Gu Qingyu restait impassible. Son regard s'assombrit. Je voudrais bien voir si tu resteras si calme une fois que ton bon à rien de disciple sera mort. À cette pensée, Shen Ai commença à anticiper avec délice l'expression de souffrance de Gu Qingyu. Dans le royaume secret, il était difficile de battre en retraite. Les Ming rugit, attrapa Zhang Guiyi et Liu Yannian. Tous deux reculèrent brusquement. Boum! L'instant d'après, l'endroit où ils se tenaient fut frappé par une boule de feu, déclenchant une violente explosion. En retombant, ils regardèrent le cratère creusé devant eux. Liu Yannian eut des sueurs froides. Heureusement que les Ming étaient là, sinon on y passait. Liu Yannian voulut remercier les Ming, mais avant même d'avoir le temps de tourner la tête, elle ne vit qu'une pluie de sang devant ses yeux. Et s'évanouit. « Qu'est-ce que tu fais » s'écria Zhang Guiyi, furieux. Les Ming, d'une gifle, envoya Zhang Guiyi s'écraser contre un arbre. Zhang Guiyi tomba au sol. Le visage tordu de douleur. Shen Kui sortit de derrière un arbre et le regarda avec un sourire moqueur. Les Ming jeta un coup d'œil à Zhang Guiyi, puis s'en alla avec Liu Yannian. Shen Kui, agir ainsi. N'as-tu pas peur que les anciens, que mon maître le voie? Hurla Zhang Guiyi. Shen Kui s'approcha de Zhang Guiyi, s'accroupit et ricana. Ils ne pourront rien voir, et Gu Qingyu ne viendra pas te sauver. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Zhang Guiyi resta figé un instant, puis demanda en fronçant les sourcils, parce que j'ai bloqué les images d'ici. Dehors, on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur. Alors n'espère pas que quelqu'un vienne te sauver. Aujourd'hui est le jour de ta mort, ah. Shen Kui se mit à rire de façon arrogante. Son regard, posé sur Zhang Guiyi, était empli de haine. Zhang Guiyi, pourquoi? Pourquoi Gu Qingyu s'intéresserait-elle à un bon à rien comme toi? Pourquoi Liu Yannian tourne-t-elle sans cesse autour de toi? Pourquoi? Zhang Guiyi, tu n'aurais jamais dû t'opposer à moi. Tu n'aurais jamais dû être avec Liu Yannian, tu n'aurais jamais dû me prendre Gu Qingyu. Liu Yan est à moi. Gu Qingyu ne peut être qu'à moi aussi. Tout est à moi. Hurla Shen Kui. Les yeux injectés de sang. Il dégaina son épée. Sois plus malin dans ta prochaine vie. Dit Shen Kui, levant son épée bien haut. Zhang Guiyi le regardait. La douleur sur son visage avait déjà disparu, ne laissant place qu'au mépris et à la moquerie. En voyant cette expression sur le visage de Zhang Guiyi, Shen Kui fronça les sourcils. Quelle tête fais-tu, connard, articula Zhang Guiyi. Shen Kui écarquilla les yeux, voulut parler, mais un point apparut soudainement, grossissant à vue d'œil. Boum! Shen Kui fut envoyé voler d'un coup de poing, heurtant 5 arbres avant de s'arrêter. Impossible! Tu es si fort? Shen Kui était en proie à une douleur atroce, comme si ses os étaient sur le point de se briser. Surtout son visage, qui n'était déjà plus qu'une masse de chair et de sang. Zhang Guiyi s'approcha lentement. S'accroupit et regarda Shen Kui à moitié mort, le visage indifférent. Mon maître? Ma petite sœur disciple, tu crois vraiment que tu peux les convoiter comme ça? Zhang Guiyi attrapa Shen Kui par les cheveux et le força à lever la tête. Ce mouvement arracha à Shen Kui des gémissements de douleur. Zhang Guiyi, si tu oses me tuer, je ne te laisserai jamais tranquille, menaça Shen Kui. Zhang Guiyi ne put s'empêcher de rire. Avec des compétences de 3e ordre comme les tiennes, tu veux t'en prendre à moi. Mon maître a déjà atteint le 9e niveau de l'immortel terrestre. Shen Kui fixa Zhang Guiyi, les yeux pleins de venin. De plus, la voix de Zhang Guiyi se glaça. Non seulement je vais te tuer, mais je vais aussi faire en sorte que ton père t'accompagne dans la tombe. Shen Kui afficha un air moqueur, tu me fais rire. Qui es-tu donc? Si je me souviens bien, tu as forcé au moins une vingtaine de disciples externes, non? À ces mots de Zhang Guiyi, Shen Kui frissonna de tout son corps, le regardant avec une incrédulité totale. Et puis, il y a le prêt usuraire, l'extorsion forcée de frais de protection, la vente de disciples aux forces du mal. Zhang Guiyi énuméra, un à un, les crimes commis par Shen Kui et Shen Ai. En entendant Zhang Guiyi décrire les faits avec tant de détails, le visage de Shen Kui commença à montrer des signes de panique. Mais comment le sais-tu? Nous avions pourtant si bien gardé le secret. Non. Shen Kui secoua la tête, la voix tremblante, Zhang Guiyi, tu es un mort en sursis. Son émotion devint soudainement passionnée. Ses yeux emplis de haine. C'est toi qui es un mort en sursis, lui rétorqua Zhang Guiyi en hurlant, avant de lui donner une gifle qui lui déforma le visage. Ah! Shen Kui hurla de douleur.
La mort serait trop douce pour vous. Vous ne pouvez pas mourir comme ça, dit Zhang Guiyi, le regard glacial. Que veux-tu faire? Shen Kui sentit que quelque chose clochait, tremblant de peur sous le regard de Zhang Guiyi. Je vais te torturer lentement, jusqu'à la mort, pour venger ces femmes que tu as violées et ces disciples que tu as tués. Zhang Guiyi finit sa phrase d'une voix glaciale, une aura terrifiante émanant de sa main. Elle pénétra dans le corps de Shen Kui, brisant ses méridiens un par un. Shen Kui poussa des hurlements de porc qu'on égorge. Ils résonnèrent dans toute la forêt, à glacer le sang. À l'extérieur du royaume secret, l'image de Zhang Guiyi et des autres apparut. À peine était-elle visible qu'une série de cris déchirants se firent entendre. Les anciens regardèrent. Ils eurent un hoquet de stupeur. Shen Ai, les yeux rouges, rugit, Zhang Guiyi. Tu cherches la mort. Sur ces mots, Shen Kui devint un homme de sang, le visage en charpie. Il hurlait de douleur, tandis que Zhang Guiyi, accroupi devant lui, affichait une expression indifférente. Levant la main pour attraper ses cheveux, de l'autre main, il broyait ses os un par un. Shen Ai bondit soudain, prêt à entrer dans le royaume secret. Bang! Gu Qingjiu déchaîna sa pression. Elle bloqua Shen Ai. Gu Qingjiu, tu oses me faire obstacle? Regarde ce que ton disciple a fait. Mutiler un compagnon. Shen Ai libéra à son tour son aura en rugissant, alors qu'il s'apprêtait à en venir aux mains. La puissance de Qinling, au niveau d'immortel céleste, éclata, réprimant les deux auras. Grand ancien, que signifie cela? Mon fils va se faire tuer par Zhang Guiyi, cette vermine, hurla Shen Ai à Qinling. Le visage sombre, Qinling leva la main pour attraper Zhang Guiyi et Shen Kui. Ils apparurent devant la foule. Zhang Guiyi leva les yeux vers eux, puis baissa la tête pour continuer à broyer les os de Shen Kui. Père, sauve-moi. Shen Kui, voyant Shen Ai, crut voir une lueur d'espoir. Cria-t-il. Petite vermine, arrête-toi. Shen Ai, les yeux injectés de sang, libéra sa puissance d'immortel terrestre de 5e niveau, prêt à attaquer Zhang Guiyi. Gu Qingjiu poussa un reniflement froid. Leva la main pour ramener Zhang Guiyi à ses côtés, le protégeant. Qinling intervint, repoussant les deux hommes. Shen Ai lança un regard furieux à Zhang Guiyi et Gu Qingjiu, puis se précipita vers Shen Kui pour examiner son état. Petite vermine, tu as osé briser les méridiens de mon fils. Gu Qingjiu, si cette affaire n'est pas expliquée, je ne te pardonnerai pas. Shen Ai rugit contre deux, le meurtre dans les yeux. Gu Qingjiu, l'air indifférent. Une main de jade serrant fermement celle de Zhang Guiyi, ouvrit la bouche, il doit y avoir un malentendu. Pourquoi ne pas écouter? Ce qui s'est passé? Zhang Guiyi jeta un coup d'œil au profil de Gu Qingjiu, puis regarda sa main tenant la sienne. Un sourire se dessina au coin de ses lèvres. C'est bon, être protégé par mon maître est génial. Zhang Guiyi, dis-nous. Pourquoi tu as mutilé Shen Kui? Si la raison n'est pas valable, tu seras puni selon les règles du clan. Suppression des méridiens et expulsion. Qinling caressa sa barbe. Son regard se posant sur Zhang Guiyi, d'une voix grave. Les anciens regardèrent Zhang Guiyi. Avec des expressions variées. Gu Qingjiu se mordit la lèvre, serrant la main de Zhang Guiyi. Plus fort. Que faire? Ce vieux croton va interroger mon idiot de disciple. Je suis sûr qu'il a une bonne raison d'agir ainsi, mais si le vieux croton ne le croit pas, si mon idiot de disciple se fait vraiment briser ses méridiens, ce serait presque la moitié de sa vie perdue. Non, si vraiment il faut briser ses méridiens. Je les prendrai à sa place. Tue-moi s'il le faut, mais ne touche pas à mon disciple. Et si je ne peux pas le remplacer, alors quittez le clan avec lui, qu'importe. Les pensées de Gu Qingjiu bouillonnaient. Zhang Guiyi, entendant les pensées de Gu Qingjiu, ressentit un émoi au cœur, que ce soit dans la vie antérieure ou celle-ci. Gu Qingjiu était prêt à tout donner pour lui, même sa vie sans hésiter. Tel un clair de lune, un mari dévoué, il ne pouvait que se donner à elle. Zhang Guiyi tapota doucement la main de Gu Qingjiu, lui faisant signe de ne pas s'inquiéter. Après une brève hésitation, Gu Qingjiu relâcha sa main. Zhang Guiyi s'avança devant Gu Qingjiu, jeta un coup d'œil au père et au fils Shen, et rit. Puis il salua les anciens, si ce disciple a agi, c'est à bon escient. D'abord, Shen Kui a tenté de me tuer le premier. Contraint, je n'ai fait que riposter. Tu mens, rugit Shen Ai. Qinling lança un regard noir à Shen Ai, puis se tourna vers Zhang Guiyi, si c'est le cas. Ta conduite peut être pardonnée. Mais ce ne sont que des paroles en l'air. Aucune preuve. Qinling se renfrogna et poursuivit, si tu n'as pas de preuves supplémentaires, tu ne peux échapper à la punition du clan. Zhang Guiyi regarda Qinling, bien sûr que j'ai des preuves. Qinling haussa un sourcil, ou, Zhang Guiyi salua le grand ancien, je prie le grand ancien de faire venir les Ming et Liu Yan. Entendant cela, Shen Ai eut le visage sombre. Qinling hocha la tête, leva à nouveau la main. Entendant cela, Shen Ai eut le visage sombre. Qinling hocha la tête, récoltant à nouveau. Yu Leming et Liu Yan apparaissent devant tout le monde. L'Imangien voit Liu Yan inconsciente, se précipite et la prend dans ses bras. Il examine attentivement, constate qu'il n'y a rien de grave, puis pousse un soupir de soulagement.
Limangien regarde Zhang Guiyi et demande ce qui s'est passé. Zhang Guiyi sourit et regarde Lémigne. Il dit, il faudrait demander au frère aîné. Tout le monde regarde Lémigne. Lémigne et Zhang Guiyi échangent un regard. Limangien se tourne vers le père et le fils Chen et dit, Lémigne, que s'est-il passé exactement? Dis la vérité. Chen Ai fixe intensément Lémigne et dit à voix basse. Lémigne reste silencieux un instant, puis regarde Qinling. Il s'agenouille lourdement et dit, le disciple Lémigne avoue sa culpabilité. À ces mots. Tout le monde est stupéfait. Lémigne, que fais-tu? Voit Chen Ai. Son visage montre un instant de panique, puis il s'empresse de dire, ne te laisse pas utiliser par quelqu'un. Tais-toi. Qinling frappe la table d'une paume. Sa pression force Chen Ai à rester immobile. Toi, parle, dit Qinling en regardant Lémigne. Laisse-le continuer. Le disciple avoue, c'est Chen Kui qui ne supportait pas le frère cadet Zhang, et il a comploté avec le disciple. Il m'a demandé d'éloigner les autres dans le lieu secret, afin que Chen Kui puisse tuer Zhang Guiyi. Pour assouvir sa colère. Ainsi, dans le lieu secret, je suis resté délibérément le dernier. J'ai emmené le frère cadet Zhang et la sœur cadette Liu dans la zone centrale, et j'ai créé un danger. J'en ai profité pour assommer la sœur cadette Liu, l'emmener loin, laissant seul le frère cadet Zhang. La suite, je ne la connais pas. Je ne sais pas, Lémigne termine son récit. Lémigne, tu as osé nuire à Chen Kui. Chen Ai rugit, les yeux rouges, prêt à tuer Lémigne. Qinling écoute, hoche la tête, jette un coup d'œil à Chen Kui et Chen Ai. Il dit, puisqu'il y a des preuves, je déclare que Chen Kui a commis le crime de tuer un frère d'école. Selon les règles du clan, il doit être déchu de sa lignée et expulsé de la secte. Donc ce qui arrive à Chen Kui est mérité. Et toi, Lémigne, complice de Chen Kui dans ses actes répréhensibles. Considérant que tu t'es volontairement confessé, tu peux bénéficier d'une peine légère, tu seras puni à la falaise de la réflexion pendant 10 ans. As-tu des plaintes? Le disciple n'a aucune plainte. Lémigne s'incline et fait une révérence. Chen Ai regarde fixement Lémigne et Zhang Guiyi, les yeux pleins de haine. Je le disais bien. Mon stupide disciple est intègre, il n'aurait pas agi sans raison. Vous, sale type, vous avez même osé vouloir tuer mon disciple. Je ne peux vraiment pas le supporter. Dès que ce sera fini, je trouverai un moyen de te tuer. Gu Qingyu est furieuse dans son cœur. Zhang Guiyi l'entend et sourit doucement. Alors que Qinling s'apprête à mettre fin à cette comédie, Zhang Guiyi s'avance, salue et dit, grand ancien. Un instant. Qinling regarde Zhang Guiyi et demande ce qu'il y a. Zhang Guiyi s'apprête à parler, mais Lémigne le devance. Grand ancien, je veux dénoncer le père et le fils Chen, dit Lémigne d'une voix calme. À ces mots, tout le monde est stupéfait. Chen Ai, en entendant cela, laisse transparaître de la peur dans ses yeux. Zhang Guiyi regarde Lémigne, l'air complexe. Lémigne remarque le regard de Zhang Guiyi, tourne la tête pour le regarder, sourit, et un peu de soulagement apparaît dans ses yeux. Qinling regarde Lémigne, les yeux pleins de curiosité. Lémigne prend une profonde inspiration. Il dit, je dénonce le père et le fils Chen. Ils abusent de leur pouvoir. Lémigne, oserais-tu? Chen Ai voit sa pression monter en flèche, se précipite pour tuer Lémigne. Insolent, crie Qinling. Il se lève, une lumière surprenante apparaît derrière lui, et d'une paume, il plaque Chen Ai au sol. Immobilisé. Continue, dit Qinling, le visage sombre, baissant la tête. Lémigne jette un coup d'œil à Chen Ai. Il continue, les Chen abusent de leur pouvoir. Chen Ai profite de sa position, il est en charge des affaires de la porte extérieure. Il permet à Chen Kui de s'emparer des disciples féminines de la porte extérieure, les menace avec la vie de leur famille, et extorque des frais de protection à la porte extérieure. Il prête à des taux usuraires. Ceux qui ne peuvent pas payer ou rembourser sont soit tués, soit vendus aux démons hérétiques. Lémigne énumère un par un les crimes commis par les Chen ces dernières années. À chaque accusation, le visage de Chen Ai blanchit d'un ton, et le regard des anciens autour sur Chen Ai et Chen Kui devient de plus en plus froid. Enfin, Lémigne termine. Chen Ai est maintenant livide. Ses lèvres tremblent. Les preuves, les paroles ne suffisent pas. Tu dois nous en vouloir pour quelque chose, tu inventes tout cela. Tu es un ingrat. Je regrette vraiment de t'avoir pris comme disciple, insulte Chen Ai avec haine. Qinling jette un regard froid à Chen Ai. Ses yeux sont déjà pleins de meurtre, mais il tourne son regard vers Lémigne et demande, as-tu des preuves? Lémigne hoche la tête et dit, sous la grande salle de Wu Shengfeng, il y a une chambre secrète.